Si tu as les genoux qui rentrent au squat, tu risques probablement rien du tout. Salut à tous, c'est Galahad, et aujourd'hui vous regardez les debunks fontesques. Et aujourd'hui, on parle du knee cave. Alors, avant toute chose, c'est quoi le knee cave? Le knee cave, c'est l'action des genoux qui rentrent vers l'intérieur lorsque vous exécutez un mouvement de type squat. Et premièrement, ce n'est pas forcément mauvais. Voilà, on pourrait arrêter la vidéo là, hein, mais évidemment, bon, on va pas le faire parce que ça demande beaucoup d'explications, parce que même si c'est pas forcément mauvais, ça peut quand même l'être. Et donc aujourd'hui, on va déterminer si dans ton cas, ça l'est ou pas, et déjà, est-ce que tu as du knee cave? Mais pourquoi est-ce que c'est pas forcément mauvais? Tout simplement parce que ça dépend du contexte. Un athlète A pourra avoir un knee cave problématique, et un athlète B, un knee cave pas du tout problématique, voire même optimal pour sa performance. Mais avant tout, pourquoi est-ce qu'on a du knee cave? Parce qu'en vérité, c'est ça le point le plus important pour savoir si c'est problématique ou non. Donc le knee cave, ça peut venir de plein de choses différentes. Ça peut venir d'un problème technique, par exemple une instabilité au niveau du pied, au niveau du genou, à cause d'une mauvaise stance, soit trop large, soit trop serré, voire même à cause d'un mauvais placement de pied, qui demande soit trop dorsiflexion, soit qui incite trop justement au knee cave. Ça peut aussi venir d'une faiblesse ou d'un manque de contrôle, par exemple un manque de force au niveau des abducteurs, ou d'un déséquilibre justement entre la force des abducteurs et celle des adducteurs. Ça peut venir d'un mauvais contrôle des genoux ou de la conscientisation même directement de la position des genoux, c'est-à-dire que juste on n'y fait pas attention en fait, bien d'une supination du pied qui est trop faible, et donc la voûte plantaire s'affaisse vers l'intérieur et ça incite au knee cave. Ça peut venir d'un manque de mobilité, par exemple à cause d'un déficit de dorsiflexion trop important, notamment supination au niveau du pied, et donc il part en pronation pour compenser ce manque de dorsiflexion. Ça peut aussi venir d'un déficit en souplesse de rotation externe de hanche. Ça peut aussi venir d'un problème d'appui. La répartition du poids au niveau du pied est mal gérée, par exemple en appliquant trop de poids vers l'intérieur du pied, ou bien à cause de chaussures pas du tout adaptées au mouvement qu'on pratique. Si jamais le sujet des chaussures en musculation vous intrigue, je vous invite à consulter la vidéo que j'ai mis en fiche juste ici. Ça peut aussi venir d'un problème de fatigue localisée trop importante, par exemple au niveau des abducteurs justement, ou bien d'un problème de programmation. Trop de volume, trop d'intensité, et donc l'athlète ne peut pas récupérer correctement, et la technique finit par se dégrader. Ou tout simplement, entre les séries, le temps de repos est pas assez suffisant, et donc, pareil, on retourne sur la série trop fatigué, pas frais, pas concentré, et donc on a un problème de dégradation technique. Ça peut aussi venir d'un échauffement bâclé par rapport aux besoins de l'athlète, côté coordination et mobilité. Et finalement, ça peut simplement et logiquement arriver à cause de douleurs et de compensation. Par exemple, à cause d'une douleur aux hanches, aux genoux ou à la cheville, et donc le corps compense pour éviter d'aller dans l'amplitude douloureuse. Ça peut aussi venir d'une appréhension ou d'une peur justement due à une ancienne blessure, et donc encore une fois le corps évite certaines positions, ou encore ça peut venir d'une asymétrie en termes de force entre les deux côtés, beaucoup trop importante. Ouh, ça fait beaucoup de raisons négatives pour lesquelles ça peut arriver. Mais il y a aussi des raisons plutôt acceptables ou positives pour lesquelles ça peut arriver. Par exemple, tout simplement le fait que c'est une optimisation technique qui ne pose pas de problème à l'athlète, qui ne cause pas de douleur, pas de gêne ou autre, et qui permet de porter plus lourd. On retrouvera ce genre d'adaptation surtout dans le powerlifting ou dans le streetlifting d'ailleurs, parce que généralement ça va témoigner d'une activation justement des adducteurs, et donc ça va juste être le résultat en fait du recrutement de ces muscles-là, muscles qui participent à l'extension des hanches et qui sont donc recrutés notamment sur les deadlifts avec la barre plutôt basse, avec donc plus de flexion de hanche. Mais on pourra aussi retrouver le knee cave chez des haltérophiles, avec du coup la barre haute. En fait, dans les deux cas, le squat recrutant les adducteurs, ça arrive d'avoir du knee cave simplement par l'activation de ces muscles-là. Et ça peut aussi arriver à cause des morphologies et points forts et points faibles individuels. Par exemple, si vous êtes extrêmement fort en adduction de hanche, mais par comparaison faible en abduction de hanche, malgré du travail, etc., eh bien, vous avez toujours cette compensation-là. Elle n'est pas forcément problématique si elle n'est pas douloureuse, si elle ne cause pas de gêne, et si surtout vous êtes en mesure de squatter normalement, entre guillemets, par exemple avec des charges nettement plus loin de votre 1RM. Donc, est-ce que c'est dangereux? Encore une fois, pas forcément. Et est-ce que tu devrais chercher à le corriger? En réalité, ça dépend. Si tu es débutant et que c'est incontrôlé, clairement, faut que tu travailles là-dessus, parce que dans ton cas, c'est pas volontaire, tu n'as pas développé du conditionnement, de la force, de la résilience dans cette amplitude, et donc ça peut être dangereux. Idem si c'est oppressant ou stressant pour toi, je t'invite à le corriger, tout simplement pour que tu te sentes plus à l'aise sur le mouvement et plus en capacité de produire de la force. Et le dernier cas dans lequel il faut le corriger, c'est évidemment si c'est douloureux.
Si c'est douloureux, tu dois le corriger. Et même au-delà de le corriger, il faut absolument que tu résolves ta douleur. Aucune douleur en musculation n'est normale. Par contre, dans le cas où tu es avancé, où tu sais ce que tu fais, où c'est contrôlé, clairement, c'est pas nécessaire. Et si c'est simplement une asymétrie de force, c'est pas obligatoire. Mais évidemment, il faut être honnête avec soi-même sur ce côté-là. Surtout si à côté de ça, tu ne sais pas trop moduler les différents paramètres de ton entraînement. Et pour ceux qui seraient en mode, mais si, il faut absolument le corriger parce que c'est dangereux et tu vas te flinguer les genoux, aucune position ou amplitude ou mouvement n'est dangereux en soi. Juste petit rappel, le corps et les structures qui le composent sont vivantes, autrement dit le corps peut se conditionner. Et oui, cette position peut être plus à risque ou plus vulnérable selon les individus. Pour autant, avec de la progressivité, de l'écoute, de la flexibilité et une bonne méthodologie d'entraînement, ainsi que de la patience, certaines positions qui autrefois étaient dangereuses ou à risque ne le sont plus forcément. C'est mon cas par exemple avec le Kimura Press, le Barrel Press, le Zercher Deadlift, etc. Et en vérité, même si on prend des exercices assez classiques, par exemple une chest press à la machine, mettez votre grand-mère de 90 ans avec les charges du meilleur bodybuilder de votre salle, elle va évidemment se blesser. Parce que c'est pas une question de mouvement en tant que soi, c'est une question de préparation de l'athlète. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on voudrait concrètement résoudre cette problématique? Dans le cas du débutant, on veut résoudre cette problématique tout simplement parce qu'il ne sait même pas exécuter le squat de manière académique. Et il vaut mieux apprendre d'abord la technique académique du mouvement, puis ensuite chercher à l'optimiser pour passer des nouveaux paliers de force, etc. plutôt que l'inverse. Parce qu'on veut d'abord apprendre les bases, comprendre les bases, pouvoir les appliquer avant de jouer un petit peu avec et d'adapter le mouvement à soi. D'autant plus que ne pas réussir à faire un squat classique, ça peut être le témoin d'un manque cruel de mobilité, de proprioception, de force ou de coordination. Et donc dans ce cas-là, on veut corriger le knee cave pour éviter tout simplement que l'athlète le subisse. Et puisse par la suite décider ou non de squat avec du knee cave pour une question de performance, d'efficience technique, mais pas par défaut en fait. Et maintenant qu'on a bien parlé du knee cave, comment est-ce qu'on le résout concrètement? Et en vérité, il va pas y avoir une réponse universelle à cette question. Parce que comment on résout le knee cave dépend de pourquoi est-ce qu'on a du knee cave. C'est pour ça qu'il est essentiel d'identifier la problématique. Par exemple, si on a un problème de proprioception, de conscientisation de la position des genoux, une simple cue, donc idée à laquelle on va penser pendant l'exécution du mouvement, comme genou vers l'extérieur ou vise tes pieds dans le sol, ben ça va pouvoir aider l'athlète à justement mieux exécuter son squat, à garder les genoux dans la même ligne que les pieds, et donc d'améliorer nettement cette problématique. Alors que si c'est plutôt un problème de contrôle et de stabilité, ben ce premier point il va pas trop servir. Et en vérité, ce qui servira davantage, c'est probablement de renforcer spécifiquement les muscles abducteurs et les muscles qui vont en fait stabiliser l'articulation de la hanche et du genou. Voire même pourquoi pas faire un petit peu d'activation des muscles abducteurs, notamment des moyens fessiers, avant le squat. Et oui, je sais que c'est pas validé par le consensus scientifique, mais pour autant, si ça peut permettre d'aider l'athlète, ben c'est parfait. Et si on en fait, dans le pire des cas, ça va rien changer. Et on sera juste un petit peu plus échauffé sur les muscles d'abduction. Et dans le meilleur cas, ben ça peut aider. Alors que si on ne le fait pas, ben ça change rien. Donc dans un cas, on a un mini bonus ou un excellent bonus, et dans l'autre, on n'a rien du tout. Et à côté de ça, on peut aussi passer sur des variations où on accentue justement le contrôle, par exemple du tempo, du posé, etc. Ce qui va au passage aussi permettre de réduire les charges absolues, idéal si jamais on a mal à cause d'une grosse charge. Et donc grâce à cette standardisation-là, à cette variation-là, on va aussi pouvoir davantage se concentrer sur la position et sur le fait de bien ressentir, entre guillemets, l'abduction de hanche et de bien conserver les genoux dans l'alignement des pieds. Et donc en fonction de la réponse, il faudra adapter la programmation ou l'entraînement en conséquence. Maintenant, si tu as besoin d'aide pour identifier ta problématique, je t'invite à me contacter sur Instagram pour qu'on travaille sur ça ensemble. Et bien voilà, c'était à peu près tout pour ce premier debunk fontesque sur le knee cave. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, petit like, petit commentaire, partage, vous connaissez la chanson, ça m'aide énormément et en plus c'est gratuit. Pour ceux qui seraient intéressés par en découvrir plus sur la méthode fontesque, sur l'entraînement et autres, je vous invite à rejoindre le Discord qui est en description. Vous pouvez retrouver énormément d'articles autour de la musculation, du contenu vidéo exclusif, l'accès à la communauté fontesque, des concours, des challenges, des giveaways, bref, énormément de choses. Sur ce, c'était Galahad, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, ciao.